Bienvenue sur le MOOC Digital.Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Charlène Biondi, qui est docteur en sciences politiques, diplômée de Columbia, de Sciences Po et auteur de Décoder, une contre-histoire du numérique. Et nous sommes aujourd'hui à l'Institut Montaigne qui nous accueille. On va parler de numérique et politique, sachant votre expertise et y compris aussi le lieu où nous sommes. Avec une première question, j'ai dévoré votre livre et vous commencez par une phrase que j'ai trouvée à la fois très belle, drôle et qui m'a fait me gratter la tête un certain temps. Et je pense que vous avez passé beaucoup d'énergie avec ce livre à essayer d'y répondre. Je ne sais pas si vous y avez répondu. Je la trouve très belle. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? C'est qu'est-ce qui change quand tout change? Oui, cette phrase, elle résume un petit peu l'interrogation qui a émergé au moment où j'étais complètement plongée dans mes recherches doctorales. Et elle fait référence au décalage que j'ai observé et qui me semblait presque paradoxal entre, d'une part, l'immense corpus de littérature critique au sujet de la technologie qui, de plus en plus, identifie un nombre très important de métamorphoses, de transformations qui sont amenées par le numérique à tous les niveaux de l'individu qui serait transformé dans ses subjectivités, aux pratiques commerciales, jusqu'aux menaces que les réseaux sociaux pourraient faire peser sur la démocratie et sur les processus démocratiques. Et en face, donc cet ensemble de transformations qui sont très très clairement identifiées, et en face, une réponse extrêmement timide, je dirais, de ce que l'ensemble de ces transformations impliquerait pour le politique. En l'occurrence, quand on lit ces critiques, ce qu'on nous suggère en face, c'est de mieux réglementer, de démanteler les monopoles. Enfin, on a l'impression que finalement, il ne se passe pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut faire, c'est que le politique, que la démocratie réglemente mieux ou supervise mieux son économie. Et ça, c'est une bataille qui, en démocratie libérale, existe depuis toujours. Et il me semblait que c'était pas suffisant de ne suggérer que ça comme réponse. Parce que si vraiment tout change, si vraiment l'ensemble de nos pratiques, de nos usages, de nos façons de faire, de la façon dont les savoirs sont produits, si vraiment tout ça change, alors il faut qu'on accepte l'idée que peut-être nos régimes eux-mêmes sont perturbés par l'ensemble de ces mutations. Et donc c'est ça que je voulais suggérer par cette question. Et d'ailleurs, vous le signalez en début de votre ouvrage, ces critiques que l'on sait très contemporaines du numérique, en fait, dès l'émergence du numérique, à l'après-guerre, on va dire plutôt dans les années 60, elles suscitent aussi des critiques. Et il y a d'ailleurs un rapprochement, et vous l'évoquez au travers d'une figure que je ne connaissais pas bien, qui est Stewart Brand, un rapprochement entre les contre-cultures et les technologies. Oui, alors dans le livre, effectivement, je fais un petit retour en arrière pour revenir sur l'ensemble des discours, des grandes narrations qui ont accompagné notre compréhension de la façon dont la technologie pouvait changer le monde, et notamment pouvait changer la société. Et alors, ça date, on a eu ça avec toutes les techniques. La technique transforme le social, transforme les modes de vie. C'est pas propre au numérique en soi. En revanche, le numérique étant la technologie la plus récente, et puis aussi la première technologie à avoir été appropriée par l'individu et non plus par des grandes structures de pouvoir. C'est plus simplement les grands capitalistes qui peuvent s'approprier le numérique. C'était, surtout dans les années 60, c'était avec les ordinateurs, avec les premiers ordinateurs, avec le code. C'est clairement la première technique, la première technologie à avoir donné un pouvoir de résistance et un pouvoir d'action, un pouvoir de transformation assez radical à l'individu. Et ça a donné naissance à un certain nombre de mouvements qu'aujourd'hui on caractérise plutôt de techno-utopiques, où on imaginait qu'armés de quelques lignes de code, quelques hackers bienveillants pourraient prendre le relais de la grande transformation sociale de façon bien plus efficace que les manifestants anti-guerre de 1968, par exemple. Alors, il y a une autre figure que vous évoquez
qui est Marshall McLuhan, qui accompagne ces transformations, qui d'ailleurs est assez visionnaire, hein, avec cette phrase mythique « The medium is the message », que j'imagine aussi vous êtes revenu pour cette préparation, pour ce travail. Oui, alors the medium is the message, en fait, ce qui veut dire par là, c'est que le moyen par lequel l'information est transmise est au moins aussi important, voire plus important que l'information elle-même. Et donc, lui, ce qu'il était en train d'observer, et puis effectivement de manière assez visionnaire dans les années 60-70, c'était que ces nouvelles technologies de l'information de l'époque, on est quand même déjà on est bien avant Internet, allaient complètement transformer les rapports de force au sein des sociétés, allaient bouleverser, et je crois que le terme qu'il utilisait, c'était de manière cataclysmique, un renversement cataclysmique de l'ordre des choses. Alors, à l'époque, on pouvait trouver ça un petit peu fumeux. Mais aujourd'hui, le message de McLuhan a l'air beaucoup plus vraisemblable. Et effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, l'information elle-même a de moins en moins de valeur par rapport, enfin, en termes de pas de valeur au sens, c'est pas ce que je voudrais dire. Je veux dire, l'information a moins de portée très souvent que le fait qu'on adopte ces nouveaux moyens de communiquer. D'ailleurs, c'est tout à fait la dynamique qu'on voit dans les réseaux sociaux. C'est que le réseau social, enfin, toutes les dynamiques d'échange au niveau des réseaux sociaux, et puis aujourd'hui, au-delà des réseaux sociaux, de ces nouveaux chats d'intelligence artificielle, les usages et la façon dont les usages de ces nouveaux médiums informationnels transforment le social sont bien plus importants que l'information qui est partagée via ces technologies. Alors ces critiques qui sont faites par un certain nombre de groupuscules qui à un moment donné se rejoignent au travers notamment de l'Internet, elles se structurent. On parle depuis déjà un certain temps notamment de hacktivistes, et j'ai découvert un terme, une tendance de ces communautés activistes dont vous parlez, je trouve très intéressant, et qui nous dit encore une fois les communautés très fortement politisées autour de ces questions numériques, qui se nomme le cypherpunk. Alors ça, j'avoue, je ne connaissais pas, je connaissais le cyberpunk, mais pas le cypherpunk. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce fameux cypherpunk? Donc le mouvement cypherpunk, ça vient de la cryptographie, et donc la cryptographie, donc c'est la capacité de crypter des messages et des informations en ligne de façon à ce qu'elles soient entièrement sécurisées. Et donc, à partir de cette technologie est né un mouvement assez politique autour de l'idée de sanctifier la vie privée. Et vraiment l'idée que l'information qu'on partageait en ligne devait être protégée de manière totale grâce à la cryptographie. Et donc, le mouvement cypherpunk, c'était vraiment cette idée qu'il fallait protéger les informations des individus, qu'il fallait protéger les communications des individus, notamment contre les intrusions potentielles de l'État, de la surveillance de l'État, pour que justement la technologie puisse être un vrai outil d'émancipation et de liberté. Parce qu'à partir du moment où on l'utilise pour communiquer, mais que les instances de pouvoir peuvent jeter un œil dans nos échanges, on n'a plus l'autonomie qu'on souhaite, on est potentiellement plus aussi libre. Donc la cryptographie, c'est ça, c'est mettre le mouvement cypherpunk, c'est ça, c'est mettre la cryptographie comme innovation technologique au service de la transformation sociale en garantissant totalement la sécurité et l'anonymat des communications. Ce qui nous amène à évoquer les lanceurs d'alerte, évidemment, sur lesquels vous avez travaillé. Je pense évidemment à Assange et à Snowden, et aux fuites qu'il a provoquées, notamment qui nous ont permis de comprendre cette surveillance de masse organisée par la fameuse NSA, je crois qu'il a révélé en 2013. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que McLuhan avait presque vu l'avenir. On pourrait dire d'ailleurs que George Orwell avait aussi, avec son livre 84, je crois que c'est écrit en 49, vu aussi l'avenir en parlant de cette association entre la surveillance et le politique, quoi.
Ouais. Vous mentionnez Snowden, et pour faire le lien avec les deux précédentes questions, Snowden, d'une certaine manière, il incarne à la fois l'idéal techno-utopique de Stuart Brown, c'est-à-dire la possibilité pour un seul individu armé simplement d'une technologie, et dans le cas de Snowden, c'était principalement la cryptographie, de se rebeller, voire de renverser. Alors, il n'a pas renversé le gouvernement des États-Unis, mais il a quand même mis à mal le secret d'État américain. Agité. Il l'a agité, il a quand même mis à mal le secret d'État américain en révélant un nombre extrêmement important de documents classifiés top secret de la NSA pour laquelle il travaillait. Enfin, il travaillait pour un sous-traitant, mais voilà, il a publié les documents de la NSA. Et il se réclame d'ailleurs de ce mouvement cypherpunk, comme Julian Assange. Et quand je dis que c'est grâce à la cryptographie, c'est parce qu'il avait réussi à encrypter ses communications avec les journalistes pendant sa fugue qu'il a pu mener à bien cette alerte